Diana, pourrais-tu te présenter, nous éclairer sur ton parcours, notamment sur tes années d'études en métropole, ainsi que sur ton retour à La Réunion? Je m'appelle Diana Madeleine, je suis doctorante en histoire de l'art contemporain à l'université Rennes 2. J'enseigne également l'histoire de l'art, l'art contemporain à l'École supérieure d'art de La Réunion. Et depuis peu, j'ai aussi une activité en tant qu'indépendante, une activité de commissaire d'exposition et auteure indépendante. Voilà. J'ai toujours été passionnée d'art et du coup, je me suis inscrite à l'université Paris-Sorbonne pour mener donc des études en histoire de l'art contemporain. J'ai effectué mes 5 années d'études à la Sorbonne et je me suis spécialisée à l'époque plutôt sur la question de la performance, l'esthétique relationnelle, voilà. Et je n'ai pas poursuivi après le master, puisque j'ai toujours été un petit peu attirée aussi par tout ce qui est l'ingénierie culturelle. Et donc j'ai voulu me doter de compétences professionnelles à ce niveau-là. Donc après le master de recherche, j'ai effectué un master professionnel de gestion de projets culturels à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Donc voilà, suite à quoi j'ai travaillé quelques années en région parisienne, dans des institutions culturelles toutes liées en fait au milieu de l'art contemporain, généralement voilà, centre d'art, à Béton Salon par exemple, ou encore au musée, le Macval, voilà. Et puis j'ai un petit peu exploré diverses institutions, que ce soit les galeries, les centres d'art, les musées, avant de revenir à La Réunion, justement pour m'installer. Alors je suis revenue à La Réunion pour raisons personnelles en fait, et d'ailleurs c'était assez urgent, inattendu, imprévu. Et puis j'ai rapidement trouvé en fait du travail à l'École supérieure d'art, dans laquelle je travaille toujours justement, où j'enseigne l'histoire de l'art. Et c'est vrai que l'enseignement m'a tout de suite plu, dans le sens où ça m'a reconnecté avec la recherche, un domaine qui m'avait toujours attiré mais que j'avais mis de côté pour des raisons d'organisation, pour des raisons financières. Voilà, il a fallu que je travaille assez rapidement suite aux études. L'occasion ne s'est pas présentée, mais j'ai voulu vraiment me replonger dans la recherche. Et sans doute que le fait de m'installer à La Réunion a joué sur cette motivation de reprendre la recherche, de reprendre les études, parce qu'il y a, je dirais, en histoire de l'art, un travail immense à accomplir. Il y a beaucoup de sujets à explorer. Donc il y avait beaucoup d'idées qui ont émergé suite à mon installation à La Réunion. La connexion évidente avec le laboratoire de recherche Apilab, Art Paysage Insularité, qui m'ont sans doute aussi nourri comme ça et qui ont fait émerger ce sujet de thèse en fait. Voilà pour en dire quelques mots. Quels ont été tes domaines de recherche depuis tes mémoires de Master 1 autour de l'esthétique relationnelle, puis de Master 2 sur le groupe Intel, jusqu'à ton travail de thèse de doctorat que tu as débuté en 2021? Mon sujet de Master 1, c'était une relecture en fait une relecture historique de l'esthétique relationnelle, et du coup je me suis focalisée en fait sur les expériences relationnelles qui ont été menées dès les années 60, 50, même 70, pour retracer un petit peu la genèse avant la conceptualisation de Nicolas Bourriaud, qui lui est plus axé sur ce qui se fait vraiment dans les années 2000 en fait, voilà. Ça c'était le sujet de Master 1, et le sujet de Master 2, je me suis concentrée sur le groupe Intel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe, qui est un groupe de performeurs français, très connu dans les années 70, mais complètement aujourd'hui non pas complètement oublié, mais je veux dire, ils sont quand même moins connus aujourd'hui que dans les années 70, justement.
Et en fait, dans l'histoire de l'art, de la performance, de l'art-action en France, il y a comme ça quelques artistes qui passent un peu à la trappe, dont on parle peu. Et mon année de Master 2, voilà, je me suis consacrée à recomposer comme ça l'histoire du groupe Intel, à réaliser un catalogue raisonné. Et j'ai travaillé dans l'atelier en fait de Philippe Casal, justement à Montreuil, avec lui dans ses archives aussi. Donc ça c'était vraiment la recherche du Master 1 et du Master 2, qui était très passionnante, mais c'est vrai que j'avais comme un manque, moi, dans mes études, sans doute par rapport à mon histoire, par rapport au fait que je sois réunionnaise. En fait, au même moment, j'ai découvert toutes les études postcoloniales, et notamment par rapport à une exposition qui était organisée à Béton Salon, où je travaillais à l'époque. Et j'ai découvert des écrits beaucoup lus, et forcément, ça faisait résonance par rapport à mon histoire. Et en art contemporain aussi, ça a été un moment dans les années 2009-2008, voilà, où il y avait beaucoup d'événements artistiques qui tenaient compte de ces problématiques-là. Et je me suis dit, je ne sais pas si voilà, j'ai envie de poursuivre ma recherche, sur des sujets d'histoire de l'art très occidentalisés. Je ne sais pas si j'ai envie de mener une recherche dans une histoire de l'art qui est presque toute faite dans un récit comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'actualité de parler comme ça de révision critique de l'histoire de l'art, en y incluant beaucoup plus d'acteurs, de diversité, en y incluant beaucoup plus de femmes par exemple aussi. Mais c'est quelque chose qui moi m'intéressait, mais j'étais pas assez mûre là-dessus, je découvrais à peine, donc je n'arrivais pas encore à bien cerner les choses pour développer un sujet de recherche. Et en même temps, voilà, j'aurais pu continuer à travailler sur la scène française, aussi parce qu'il y a quand même un manque. Et je dois dire que l'université de Paris 4 est assez spécialisée justement sur la scène française. Donc là, j'avais un sujet tout fait de recherche, mais je ne voulais pas aller vers ça. Et donc voilà, beaucoup de temps est passé entre-temps. Beaucoup d'expériences qui m'ont ramené un peu vers mes sujets. Et c'est pour ça que je dis que voilà, le retour à La Réunion a été assez fondamental pour me dire j'y vais. Il y a quelque chose à faire et donc là j'y vais. Ouais. C'est vrai que quand je suis revenue à La Réunion, c'était pour moi un territoire que j'avais toujours connu, bien évidemment. J'y suis née, mes parents y sont nés, voilà, je suis réunionnaise. Et en même temps, je découvrais une scène artistique contemporaine, puisque moi j'y revenais en vacances, une fois par an, parfois moins. Et donc j'avais l'occasion de voir quelques expositions, mais ce n'est pas une scène que je connaissais en tant que chercheur, en tant que professionnel. Voilà, je la connaissais finalement en tant que public lambda. Et c'est vrai que le sujet de thèse, il ne m'est pas apparu tout de suite, et j'ai eu besoin vraiment, c'est un peu étrange à dire, mais de me familiariser avec vraiment le milieu, de rencontrer les artistes avant de pouvoir justement nourrir une réflexion, avant de pouvoir écrire sur les artistes. Et le sujet de thèse, il a été presque une évidence en fait, je dirais, parce que, oui, sans doute, le laboratoire de l'école, Apilab, y a contribué, puisqu'il est centré sur la thématique du paysage, mais c'est aussi par rapport à l'histoire de l'île, et par rapport à ce rapport privilégié des artistes avec le territoire, qui est un peu fondateur quelque part de la pratique artistique, parce que voilà, au XVIIIe siècle, ce sont les premiers croquis, les premiers carnets de voyage, les premières représentations de l'île qui ont émergé. Et du coup,
pour moi, ça fait vraiment partie de la genèse de l'histoire de l'art de Lille, cette question du rapport au territoire. Et puis, je dois dire que dans l'art contemporain, à La Réunion, tel qu'il est apparu, tel qu'il a émergé au début des années 90, cette question du rapport au territoire, elle était très présente, très forte. Donc très rapidement, je me suis dit, c'est vers ça que je veux aller. Je veux travailler sur la question du rapport au territoire. Et j'étais déjà spécialisée dans l'art contemporain plutôt, donc c'était la scène contemporaine qui m'intéressait. Maintenant, effectivement, j'avais connaissance des études qui avaient déjà été réalisées, notamment par Patricia de Bolivier, qui est chercheur et qui pour le coup a produit une thèse de référence sur ce sujet. À la fois, je me suis dit, c'est cette question-là qui m'intéresse, le rapport au territoire chez les artistes contemporains, et en même temps, je me suis dit, il existe déjà des écrits, de la documentation sur ce sujet. Tout n'est pas rassemblé, c'est ça que je veux dire. Tout est un peu éparpillé, mais néanmoins, il y a eu des expositions, il y a eu des choses. Est-ce que moi, je ne peux pas creuser davantage, justement? Et notamment, je me suis dit, en termes de période, comme l'art des années antérieures, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été exploré. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là? Et pour ancrer davantage, parce que cette période contemporaine, celle des années 90, elle m'intéressait parce qu'il y a un nouveau rapport au territoire qui se construit. Je la connaissais davantage que ce qui se faisait avant, mais je me suis dit, pour vraiment creuser le sujet, il faut que je puisse m'ancrer historiquement, en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivée à développer un sujet sur le paysage à La Réunion, mais en me disant je vais remonter aux années 1920 et même un petit peu avant, 1911, c'est là que commence ma thèse, parce que 1911 c'est l'ouverture du premier musée de Lille, le musée Léon Dierks en fait. Donc c'est mon repère comme ça historique. Et c'est comme ça que je suis arrivée à formaliser ce sujet de thèse, tout en sachant que la question de l'art moderne à La Réunion, c'est une question tout à fait épineuse, parce que pendant beaucoup d'années, on s'est dit mais il n'y a pas grand-chose avant en fait. Tout a émergé à la fin des années 80-90, voilà, il y avait quelques artistes, mais pas vraiment d'histoire de l'art conséquente. Et en réalité, plus on avance et plus on a un nouveau regard sur cette période et on se rend compte qu'elle est extrêmement riche, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une rencontre avec Bernard Leveneur que je lui parlais de mon désir de développer une thèse, de mon sujet, de cette volonté d'ancrer historiquement, mais j'avais pas d'accroche en fait. J'avais ce désir-là, mais j'avais pas suffisamment d'éléments, d'informations. J'avais pas vu suffisamment d'œuvres pour me dire bon, est-ce que vraiment je peux y aller ou est-ce que ça va pas se tenir? Et lui m'a confortée dans cette idée. Il m'a dit mais voilà, tu sais Diana, on a retrouvé des pièces d'artistes des années 30, il y a des études, il y a quelques personnes qui commencent à travailler sur ce sujet, et notamment Colombe Quell, qui travaille vraiment sur les artistes des années 30 que j'ai pu rencontrer par ailleurs. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai sujet. En fait, les œuvres sont là parce que pendant longtemps, on a dit oui, il y a des artistes, il y a des listes. On retrouve quand on regarde les expographies, les expositions, on voit qu'il y a des scènes, mais on n'a pas accès aux œuvres, aux visuels. Et donc là, en termes de recherche, c'est un peu problématique de se lancer dans une recherche si on ne sait pas quel matériel on pourra explorer. Et lui m'a confortée dans cette idée qu'il y avait des pièces, qu'elles étaient visibles et que je pouvais commencer un sujet de thèse en histoire de l'art sereinement là-dessus, sans trop de crainte. Après, il m'a confortée effectivement sur la période années 30-40. Il y a énormément de pièces. Je dois dire que la période 50-60, 70, il y a un peu moins d'œuvres, en tout cas là au stade où je suis, que les années précédentes. Mais aujourd'hui, je me dis peu importe, parce que
qu'il y en ait moins, qu'il y en ait plus, voilà. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'étudier justement une longue période pour avoir une idée comme ça, vraiment dans l'épaisseur du temps, quoi, de comment ça se construit le rapport au paysage, justement. Et puis, je me dis, ça permettra d'ouvrir comme ça les études. Enfin, moi, je ne pourrais pas tout explorer, par exemple, au niveau des années 50-60, s'il y a tout un travail de recherche de terrain, d'aller chercher les ayants droit, les pièces. Enfin, c'est cette partie-là qui est très très longue, en fait, aussi. Mais je me dis que ça va ouvrir des voies, en fait, tout simplement. Et puis, c'est tellement riche qu'il faut bien commencer. Voilà. Mais tout ça pour dire que la rencontre avec Bernard, elle a été essentielle, puisque c'est quelque part lui qui m'a donné un peu l'aval en me disant « mais vas-y, il y a quelque chose à faire, effectivement ». Puis il faut dire que le travail qu'il a fait au musée, c'est très très important, mais voilà, il a commencé par le début, Bernard et toute son équipe, a travaillé beaucoup sur la période du 19e siècle, avec beaucoup d'expositions. C'est vrai que maintenant, cette période-là, elle est très très bien connue. Et moi, je me suis rendu compte de ça. Le 19e est très connu, la fin du 20e est assez bien connue aussi. Et effectivement, c'est la période qu'on connaît le mieux parce que c'est celle dans laquelle on vit, on connaît les artistes, on les rencontre, on va voir les expos. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait cette ellipse quand même, cette ellipse de presque un siècle dans l'histoire de l'art à La Réunion. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est là-dessus que je vais travailler, tout simplement. Quelles sont tes hypothèses au sujet de ce vide de l'histoire de l'art réunionnais, notamment concernant la première moitié du XXe siècle? Mon hypothèse, je dirais comme ça, c'est que je dirais que une grande partie des œuvres que je vais certainement aborder dans la thèse ont été un petit peu reléguées, remisées dans les réserves des musées, où certains artistes sont très vite passés à l'oubli, parce qu'ils n'appartenaient pas à certains critères liés à la modernité artistique, ce qui se faisait voilà, à Paris, dans les grandes capitales européennes, dans les années 1930. Il y a un décalage justement entre ce qui se faisait ici et là-bas, là-bas étant la norme justement. Et même en art contemporain, on voit ce décalage. Voilà, l'art contemporain, même si j'ai toujours du mal à, comment dire, à donner comme ça une date du début de l'art contemporain, parce que l'art contemporain n'est pas une période justement, mais voilà, tous les historiens s'accordent un peu à dire que dans les années 50-60, il y a comme ça un tournant avec l'art contemporain et les quelques mouvements fondateurs. Mais à La Réunion, voilà, il y a un décalage. On parle, et Patricia de Bolivier justement en parle très bien, de l'émergence de l'art contemporain au tournant des années 90. Et en fait, c'est cette idée de ne pas correspondre à la modernité, de ne pas correspondre aux avant-gardes, qui fait que les artistes réunionnais, justement, dont on parle, vont avoir une pratique plutôt traditionnelle, voilà, qui ne correspondent pas en fait à ce qui se fait. Et donc très rapidement, quand on regarde ce qui s'est fait, ce qui s'est produit au musée Léon Diercks, très rapidement on a mis ces artistes-là, enfin en tout cas leurs œuvres, dans les réserves pour montrer le Don Volard justement, le Don Volard avec tous ces artistes de la modernité artistique. Évidemment, cette collection arrive au musée, il faut la montrer et c'est tout à fait normal. Mais voilà, les salles d'art à La Réunion sont fermées et les œuvres sont mises de côté, et elles sont mises de côté pendant très longtemps justement avant de les ressortir. Donc il y a cette idée que ça ne correspondait pas justement à la norme, à ce que souhaitaient les institutions, mais dans le même temps, il y a les attentes du public, elles sont différentes, parce que ce qui se vend dans les foires, les œuvres qui sont achetées par les collectionneurs à La Réunion, ce sont des œuvres plus traditionnelles justement, voilà, des peintures, de paysages, des sculptures, et non pas de l'art contemporain.
Voilà. Donc je sais pas si c'est pour moi un début de réponse par rapport à cette ellipse, justement. Pas spécifique à La Réunion, parce que ce que je disais, c'est que en histoire de l'art, il y a eu une domination comme ça de l'art occidental, en fait. L'Europe et les États-Unis ont dominé la scène, et puis ce n'est que bien plus tard que petit à petit il y a eu cette révision critique avec quelques expositions mythiques, justement, les magiciens de la Terre et tout ça. Et c'est une histoire de l'art général qui évolue, je dirais, voilà. Pourrais-tu nous détailler ton sujet de thèse, paysage et hors-champ, histoire de l'art moderne et contemporain à La Réunion de 1911 à 2000, et nous expliquer ce qu'induit pour toi cette notion de hors-champ? Le sujet de thèse, c'est paysage et hors-champ, une histoire de l'art moderne et contemporain à La Réunion de 1911 à 2000. Voilà. Ça, c'est le sujet. Par rapport à cette question de hors-champ, je ne sais pas si ce terme va rester, ou si ça va évoluer au niveau de l'intitulé de la thèse. Ce qui m'intéressait, c'est que, évidemment, dans l'histoire du paysage, le paysage est d'abord un cadrage, un point de vue, en fait. Et dans beaucoup d'études sur la question du paysage, sur cette notion, sur ce concept, beaucoup d'auteurs parlent de la place du sujet, justement. C'est vrai que moi, quand j'ai pensé à cette question de hors-champ, ce qui m'intéressait, c'est de parler évidemment de ce qui est dans le champ, dans l'image, ce qu'on voit, cette portion de territoire, c'est la définition classique du paysage, mais c'est aussi ce qui est au-delà du paysage. Et quand je dis au-delà, c'est pas qu'une donnée spatiale pour moi, mais en fait c'était une manière aussi de faire entrer la donnée temporelle, et notamment parce que dans l'histoire du paysage à La Réunion, je trouve qu'à la fin, à la fin des années 80, au début des années 90, quand je dis que le changement du rapport, que le rapport au territoire, qu'il y a un changement dans ce rapport au territoire, c'est que je parle d'une conscience du territoire, pas uniquement comme donnée spatiale, justement. Mais les artistes s'intéressent à l'histoire de certains sites, notamment par rapport à la question du marronnage. Et donc, ils vont produire des œuvres in situ, avec cette question de l'identité aussi qui apparaît, en lien avec le territoire. Et donc, moi, en abordant la question du hors-champ, mais aussi peut-être parce que j'ai pas encore le terme qu'il faut, j'ai pas encore trouvé en tout cas cette terminologie, j'ai envie en tout cas de m'intéresser à ce qu'on montre, mais ce qu'on montre pas aussi dans le paysage. À mon sens, une étude du paysage ne peut pas se faire sans considérer ce qu'on ne montre pas aussi, quoi. Parce que c'est ça qui va influer sur le rapport au territoire, justement. Notamment parce que tout simplement, en commençant mon étude, je me suis dit, il y a beaucoup de sites qui ont été représentés en peinture, en photographie également. Il y a beaucoup de sites sur lesquels les artistes contemporains continuent de travailler, mais en fait, tout simplement réaliser une cartographie en me disant quels sont les sites les plus représentés. Je me suis aperçue rapidement que certains sites revenaient. Les rivières sont beaucoup représentées dans les peintures, le volcan, évidemment le site du volcan, qui sont devenus maintenant des hauts lieux touristiques. Et ça a fait émerger en creux les sites qu'on voit très peu finalement. Et notamment dans les représentations picturales, on voit très peu les scènes on voit très peu, en tout cas on voit moins la ville, comment l'urbanisation justement évolue au profit des paysages plutôt naturels en tout cas. Il y a un moment où ça apparaît de plus en plus, mais uniquement en photographie et beaucoup moins en peinture. Enfin voilà, c'est un peu ces comparaisons-là que j'ai effectuées.
Et c'était l'idée d'avoir une lecture en creux, une espèce de lecture, oui, une lecture en creux en fait, par rapport à ce que j'ai, moi comme matériel, à ce que je peux dire de ce qui est montré, mais ce qui n'est pas montré aussi, tout simplement. Je voulais dire par rapport à cette question de construction du récit, moi ce qui m'intéressait, c'est que on pense souvent que le paysage est neutre ou objectif, enfin, voilà, en tout cas que les artistes le représentent tel qu'ils le voient. Alors que pour moi, ça reste une forme qui n'est pas neutre justement. Et c'est ça que je veux montrer à travers la question du hors-champ, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas. Et finalement, au départ, c'était très intuitif, cette idée de hors-champ, voilà, tout ce qu'on ne voit pas dans le paysage, mais qui se trouve quand même dans le paysage. Et j'ai commencé en fait les recherches en thèse en m'intéressant tout simplement, je me suis dit, voilà finalement, par rapport à ce sujet, moi je ne suis pas spécialiste du paysage, je vais reprendre les choses à la base, relire un petit peu tous les écrits en fait sur la question du paysage, que ce soit les géographes, les anthropologues, voilà. Et finalement, en considérant un ouvrage de Mitchell, un Américain, c'est là que je trouvais l'articulation entre mon intuition, qui lui parle justement de ce paysage politique, de ce paysage comme un instrument politique. Et par rapport à la période coloniale, ici, ça faisait vraiment sens justement parce que notamment il y a une période, les années 30, c'est une période où beaucoup d'artistes sont missionnés justement, et même avant, pour revenir avec des images du territoire. Et donc c'est eux qui façonnent en fait les images de l'île et le rapport à l'île. Donc pour moi, à cette période, le paysage est extrêmement politique. Donc c'est comme ça que j'entends l'analyser en fait, par rapport à cette histoire de récit en fait. Et donc petit à petit, petit à petit, enfin voilà, ça me paraît une évidence dans les années 30. On va voir comment cette théorie elle tient la route ou pas par rapport aux années 50, 60. Mais en tout cas, je dirais que cette piste elle est confirmée par ces lectures que j'ai pu faire dans les années, et par rapport à ma découverte des œuvres des années 30, parce que là je travaille un petit peu de manière, je travaille par période un peu. Donc la première année a été vraiment consacrée aux années 1911, 1920 et 30. Et puis j'avance petit à petit en me disant que les années 90, je connais déjà plus ou moins du coup. Et si je considère justement ma première période et ma troisième période, les années 90, je peux constater justement à quel point la question du paysage est politique dans ma première période, et à quel point elle l'est, parce que justement cette question du territoire, elle revient par rapport à cette question identitaire très forte qui marque les années 1990, et où les artistes ont besoin de comprendre leur histoire, et quand ils vont s'inscrire dans les sites, réaliser des statuts, réaliser des œuvres in situ, eh bien ils prennent en compte cette dimension du territoire, cette dimension historique, cette dimension culturelle très riche en fait. Du coup voilà, pour l'instant j'ai comme l'impression que cette thèse elle vient se confirmer par rapport à l'étude sur le terrain quoi. Ressens-tu une attente à ton égard par rapport au fait de révéler certaines périodes méconnues de l'histoire de l'art à La Réunion, de lever le voile sur le hors-champ, le non-dit, et de porter un regard nouveau ancré dans des problématiques actuelles qui traversent la création contemporaine? Ah, complètement. Il y a... ces sujets et ces problématiques, évidemment, elles préoccupent les acteurs culturels, les chercheurs, voilà, depuis une quinzaine, vingtaine d'années déjà. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie attente de scientifiques qui puissent s'emparer de ce sujet, une attente de publication aussi sur ces sujets. Il y a un vrai besoin en fait par rapport pour poser les choses. Mais je dirais que c'est aussi en termes
de rapport à l'histoire, de rapport aux écrits aussi, parce que évidemment ces sujets sont traités et considérés depuis des années à travers des expos, à travers les artistes, à travers leurs œuvres tout simplement, qui mettent le doigt comme ça sur ce qui n'est pas montré. Mais il y a un moment donné où on a besoin de poser les choses, sans doute pour les légitimer. Et à La Réunion, il y a un vrai... je ne sais pas comment on peut expliquer ce phénomène, mais il y a un vrai rapport à l'écrit qui est manquant. On n'a pas beaucoup d'archives. D'ailleurs, moi, dans ma recherche, c'est vrai que souvent, voilà, quand je contacte les associations qui existaient justement il y a très longtemps, on me dit très souvent que non, on n'a plus d'archives, elles ont été détruites. Et la question de l'archive, de l'écrit, est vraiment, comment dire, pose question. Et c'est d'autant plus urgent d'écrire cette histoire finalement, quoi, ici. Donc oui, je peux évidemment dire qu'il y a une attente. Il y a une attente de la part des institutions, de la part des universitaires, bien sûr. Mais je dirais qu'à la fois, il y a une attente par rapport à notre histoire, par rapport à nos manques, à nos lacunes, mais cette attente, elle est nourrie aussi parce qu'aujourd'hui, c'est possible de parler de ces sujets, j'ai envie de dire, parce que ce sont des préoccupations dans d'autres territoires, dans d'autres espaces, à la fois, voilà, en France, il y a eu dans l'Hexagone, je parle, il y a eu ce programme-là de l'INHA, à l'Institut national de l'histoire de l'art, sur la question de la mondialisation, et tous ces programmes de recherche-là permettent aujourd'hui de poser ces questions à La Réunion. Elles sont davantage entendues, j'ai envie de dire. Voilà, je ne sais pas si elles auraient été aussi, comment dire, si elles auraient été entendues dans les années 90, où ça n'aurait pas été possible, en fait, je pense.